Quand les visas deviennent une arme et les minéraux une riposte. À l'entrée de l'United States prépare à bannir 36 autres pays de l'entrée, y compris 25 nations africaines et le Nigeria, la plus grande maison de puissance de le continent. Mais cette fois, l'Afrique ne reste pas silencieuse. Le Nigeria a évoqué une alerte calme. Bannons nos peuples et nous allons bannir vos minéraux. Mais pourquoi l'Amérique risque de perdre l'accès à les mêmes ressources que les industries de la technologie, de l'énergie et de la défense? Voyons. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis ont imposé des restrictions sur le voyage. Mais quelque chose de différent sur cette liste, plus froide, plus large et plus symbolique. 36 nations ont été considérées pour les bannes d'entrée. 25 d'entre elles sont africaines. Et le centre de cette liste, comme un objectif rouge, c'était le Nigeria. Ce n'était plus seulement une question d'immigration. C'était une carte d'exclusion. La raison officielle, concernant la sécurité. C'est la phrase que l'Amérique s'est mise sur avant. Vague suffisamment pour être crédible. Flexible suffisamment pour correspondre à n'importe quel agenda. Mais cette fois-ci, même les diplômés de saison ont élevé les yeux. Pas d'attaques insurgentes. Pas d'urgence. Pas d'effondrement significatif de la fraude de visa. Seulement une décision d'arracher toute la population. Ingénieurs, éducateurs, travailleurs technologiques et étudiants. La vérité plus profonde, ce n'était pas une question de sécurité. C'était une question de contrôle. Et le Nigeria le savait. En tant qu'une nation la plus influente de l'Afrique, en termes de population, de revenus et d'accueil culturel, l'inclusion du Nigeria sur la liste ne s'est pas sentie comme une coïncidence. Elle s'est sentie comme un signal au continent. Votre influence grandit trop vite. Votre indépendance devient inconvéniente. Et votre changement vers les alliances multipolaires, les BRICS, la Chine, la Russie commencent à râler l'ordre de l'ancien monde. Derrière les portes fermées, les planétaires stratégiques de Washington ont vu le Nigeria avec de l'inconvénient. Le pays a construit des raffineries en partenariat avec la Chine, a signé des accords de monnaie bilatérale qui ont dépassé les dollars américains, a exploré les alliances technologiques en Asie et, la plus récemment, a consolidé son contrôle sur des minéraux de terres rares, les mêmes dont les entreprises américaines ont désespérément besoin pour les batteries, les semi-conducteurs et la technologie renouvelable. Donc, quand les États-Unis ont annoncé une expansion de la banque de voyage, ce n'était pas seulement un mouvement bureaucratique. C'était un mouvement géopolitique, un mouvement pour pressionner, isoler et affaiblir l'autonomie africaine. Mais la calculation n'était pas correcte. Parce que, alors que Washington attendait une compréhension calme, peut-être un statement, peut-être un règlement, ce qu'il a obtenu, à la place, était une menace. Le Nigeria n'a pas demandé pour des discours, elle n'a pas demandé pour une exemption. Elle a répondu comme une nation qui comprenait ses valeurs. Une nation qui garde des cartes que le monde ne peut pas ignorer. La banque a peut-être été écrite en encre, mais la rétaliation, elle serait délivrée en métal, le genre caché sous le sol africain et emprunté dans tous les téléphones, les drones, les voitures et les missiles sur Terre. Et c'est là que le jeu a changé, parce que ce n'était pas seulement un débat diplomatique. C'était une collision entre de vieilles assumptions et de nouvelles puissances. Un rappel que l'Afrique, et en particulier le Nigeria, n'est pas seulement un récipient de décisions mondiales, mais un producteur d'elles. Et la bande de voyage, elle avait juste réveillé une arme de commerce dormante. Alors la question n'est pas seulement pourquoi les États-Unis l'ont fait. C'est ceci. Qu'est-ce qui se passe quand la richesse mondiale décide qu'elle est fatiguée d'être prise pour gratter? Le Nigeria pourrait avoir écrit un mot fortement et déménagé. C'est ce que les puissances mondiales généralement attendent des pays du Sud mondial. Une déception polière, suivie d'acceptance silencieuse. Mais cette fois, le Nigeria a répondu à la politique avec de la puissance. Très bientôt, après les rapports de la bande de voyage étendue aux États-Unis, le ministre étranger du Nigeria, Youssef Tugger, n'a pas appelé pour parler. Il a évoqué une alerte. Pas une menace vêtue d'une vaguenesse diplomatique, mais un message direct. Si l'Amérique ferme les Nigériens, le Nigeria peut fermer les minéraux auxquels l'Amérique a désespérément besoin. Et soudain, la discussion a changé. De passeports à des plans de processage, de l'ambassade à des véhicules électriques. Parce que le Nigeria n'est pas seulement un grand pays. C'est un portail pour la richesse minérale de l'Afrique ouest. Elle se situe au-dessus des réserves inondées de lithium, de cobalt, de niobium et de tantalum. Des métaux si critiques à la vie moderne qu'un seul embargo pourrait envoyer les marchés mondiaux en tournée. Les mêmes minéraux qui alimentent les voitures électriques, les smartphones, les panneaux solaires, les drones militaires et les serveurs d'intelligence artificielle. Les États-Unis,
le département de l'énergie, a silencieusement marqué de nombreux des exportations clés du Nigeria comme stratégiques et irremplaçables. Donc quand le Nigeria a indiqué la limite de l'accès américain à ses ressources, l'impact n'était pas symbolique. C'était de l'armée économique exécutée à travers les artères de l'écosystème technologique mondial. Et c'est là où se trouve le génie du Nigeria. Elle n'a pas rétalié émotionnellement. Elle a rétalié logiquement. Après tout, qu'est-ce que cela signifie pour un pays de dire que ces gens ne peuvent pas entrer, tout en espérant toujours extraire les matériaux rares de leur territoire? Tugger a changé la logique. Si vous restreignez l'accès humain, n'espérez pas l'accès matériel non plus. L'unité africaine, l'ECOWAS entre en scène. Mais ce n'était pas seulement en dénonçant les achats d'oreilles ou en fermant une mine. Le Nigeria, et par extension l'Afrique Ouest, c'est que sa vraie puissance se trouve non seulement dans l'extraction, mais aussi dans l'exploitation à travers les chaînes d'appui. Elle comprend que le monde a commencé une transition d'un siècle à l'autre vers l'énergie verte et l'infrastructure numérique. Et l'énergie pour cette transition n'est plus de l'huile. C'est de l'olithium, du cobalt et des terres rares. Le Nigeria regarde le monde ouest chercher des alternatives aux chaînes d'appui chinoises. Elle regarde l'Europe chercher de nouvelles sources d'énergie. Elle regarde l'Amérique passer loi après loi en essayant de sécuriser les matériaux critiques. Et elle réalise qu'il y a quelque chose de crucial. Le monde ne peut pas avancer sans l'Afrique. Et l'Afrique n'a pas besoin de se déplacer avec le monde ouest. Prenez un instant pour dire un grand merci à la communauté Lone où les voix noires, les histoires et les legacies sont préservées et amplifiées. En devenant membre, vous n'êtes pas seulement un soutien à la chaîne. Vous devenez une partie d'un mouvement culturel puissant. Continuons. En lien avec l'accès minéral à l'immigration et le respect, le Nigeria a refait le débat. Ce n'était plus une question de sécurité. C'était une question de réciprocité. Une simple question se posait. Si nous ne sommes pas assez bons pour entrer dans vos aéroports, pourquoi devraient nos minéraux pouvoir votre économie? Cette question a frappé Washington plus fort que n'importe quel débat. Et elle n'a pas arrêté là. Le Nigeria a indiqué qu'elle n'allait pas agir seule. Dans les conférences minérales, les événements de l'extrême droite et les rumeurs diplomatiques, les conversations ont commencé sur une nouvelle approche vers le nationalisme de ressources où les nations africaines pourraient commencer à coordonner les politiques d'accès en l'unisson. Le message était subtil, mais clair. Si les minéraux de l'une des nations peuvent devenir les verrés, imaginez ce qui se passe quand 15 nations agissent comme une, ce qui donne une possibilité plus profonde. Que se passe-t-il si la défaillance du Nigeria inspire une frontière régionale? Parce que les minéraux n'ont pas besoin de visa. Mais s'ils sont dénoncés, les conséquences partent loin. Et maintenant, tous les yeux sont sur l'Afrique Ouest. La question n'est pas si le Nigeria peut tenir la ligne, c'est si l'ensemble de la région peut monter derrière elle. Ce qui a commencé comme un stand-off du Nigeria américain s'est rapidement transformé en quelque chose de plus formidable. Parce que le Nigeria n'a pas resté seul pour longtemps. À travers l'Afrique Ouest, dans des corridors silencieux de pouvoir et des forums régionaux bruyants, le message a résonné. S'ils peuvent faire ça au Nigeria, ils peuvent le faire à n'importe qui d'entre nous. La nouvelle frontière du pouvoir, l'Afrique bâtit sa propre table. C'est là que l'ECOWAS, la communauté économique des États-Unis africains, est entrée dans l'arène. Depuis des années, le bloc de 15 membres a focusé sur l'intégration économique, la paix régionale et le développement. Récemment, il n'a rarement posé des questions de politique d'immigration, mais cette fois-ci, c'était différent. L'ECOWAS a publié un statement qui n'a pas l'air d'être un appel. Il a l'air d'être une position de force collective. Le bloc a affirmé que les restrictions de voyage aux États-Unis ne feraient pas seulement détruire les relations avec le Nigeria, mais aussi détruire l'économie de l'ensemble de la région. Il a condamné le mouvement comme une barrière au développement et une contradiction aux principes de respect mutuel et de coopération. Mais ce n'était pas seulement une note diplomatique, c'était le début d'un réalignement régional. Derrière les scènes, des officiels d'ECOWAS ont commencé à revoir comment les banques de visite pourraient affecter les projets croissants financés ou soutenus par les États-Unis, les corridors de puissance, l'infrastructure numérique et les corridors minéraux qui s'étendent du Nigeria à la Niger, de la Ghana à la Guinée. Si les États-Unis pouvaient isoler une nation avec une seule décision politique, quelles étaient les garanties pour les autres? Et puis, il est arrivé le point de retour. Plusieurs membres d'ECOWAS, y compris le Sénégal, Burkina Faso et Sierra Leone, ont commencé à discuter de la possibilité des frameworks de négociation minéraux collectifs, des politiques qui permettraient aux pays de l'Ouest de coordonner leurs conditions d'exportation de ces terres à un prix régional, crucialement, de déterminer qui obtient l'accès et qui ne l'obtient pas. En plus simple, si vous isolez un d'entre nous, nous décidons ensemble ce que vous perdez. C'était sans précédent.
Depuis des décennies, les pays africains ont été séparés un par un dans le commerce global, négociés séparément, pressurisés individuellement. Mais la bande de voyage l'a fait clair. L'unité n'était pas seulement idéologique, c'était stratégique. La solidarité régionale pouvait devenir la défense économique. Et ce n'était pas seulement à propos des minéraux. ECOWAS a commencé à regarder le plus grand. Qu'est-ce si les universités américaines ont vu un saut de 40% dans les étudiants africains de l'Ouest? Qu'est-ce si les interdictions ont été ralenties? Qu'est-ce si les entreprises américaines qui essayaient de s'épanouir en Afrique se sont retrouvées dans un masse bureaucratique? L'élément le plus puissant de tout cela n'était pas seulement ce que disait ECOWAS, c'était ce que les autres ont commencé à souhaiter en réponse. Parce qu'en Pékin, en Delhi et même en Ankara, les diplomates ont remarqué l'ouverture. Les envois de route de la Chine ont commencé à courir les mêmes pays sur la liste des États-Unis. La ministère étrangère de l'Indonésie a flotté des paquets de coopération de visas dans les ambassades africaines. Les investisseurs étrangers de la Turquie ont offert des plans d'infrastructures régionales et numériques qui dépasseraient les systèmes occidentaux. Le message de l'Ouest mondial était de plus en plus fort. Si l'Ouest se tourne le dos, nous ne restons pas seuls. Nous restons ensemble. Et nous ne restons pastilles. Les dirigeants d'ECOWAS, souvent éclatés dans les affaires mondiales, se sont tout d'un coup retrouvés dans une position puissante. Ils n'étaient pas seulement en train de réagir à la politique américaine. Ils étaient en train de former les termes d'engagement d'Afrique sur les visas, les minéraux et le respect. Et c'est là que cette crise devient quelque chose de plus grand que la liste des passeports banqués. Parce que quand une région décide de lier l'identité avec l'industrie, les gens avec le pouvoir et la souveraineté avec les ressources, un nouveau framework est né. Et c'est celui que les États-Unis n'ont pas vu venir. Alors qu'est-ce qui se passe quand cette unité régionale commence à affecter quelque chose de plus grand que la diplomatie, comme les chaînes de supplication mondiale et la mort de l'avenir de l'Amérique technologique? Voici un rappel. S'il vous plaît, likez et partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Au moment où l'ECOWAS a déclaré son stance, ce n'était pas seulement les gouvernements qui prenaient attention, c'était les marchés du monde. Une banque de visite qui était destinée à stifler la migration menace maintenant quelque chose de beaucoup plus volatile, le flux global des minéraux critiques. Et pour la première fois, les chefs d'entreprise de Silicon Valley et des policiers de Washington ont dû face à une possibilité qu'ils n'avaient pas considérée sérieusement auparavant. Qu'est-ce si l'Afrique arrêtait de vendre? Le problème n'était pas que quelques mines pourraient s'arrêter, le problème était l'interdépendance. L'économie moderne globale n'est pas construite sur des produits terminés. C'est construit sur le mouvement silencieux et visible des matériaux rares. Lithium, cobalt, graphite, niobium, tantalum. Les ingrédients de l'économie de demain sont scatés à travers le sol de l'Afrique ouest et le monde ne fonctionne pas sans eux. Depuis des années, les États-Unis ont connu cela. C'est pour cela qu'ils ont passé bille après bille pour diversifier les chaînes d'approvisionnement à l'étranger de la Chine. La Chine a fondé des recherches dans les zones minées africaines. Elle a couronné de nouveaux gouvernements et a offert des incendies aux entreprises technologiques qui ont été responsables. Mais elle n'avait jamais prévu cela. Une région entière menaçant de limiter l'accès, non pas à cause de la guerre, de la corruption ou de l'instabilité, mais en réponse à une insulte diplomatique. Imaginez cette réaction de la chaîne. Un géant technologique en Californie a dépassé son lancement d'un smartphone de la prochaine génération parce qu'une vente de métal critique de l'Algérie a été refroidie pour une réévaluation. Une fabrique de batteries de Michigan a dépassé les objectifs de production. Cartier parce que la politique d'exportation de graphite de la Ghana est en train d'être revue par un nouveau comité d'oversight d'ECOWAS. Une entreprise solaire de la Nouvelle-État s'effondre pour renégocier les contrats d'approvisionnement après que Mali s'améliore de son licenciement pour des éléments de terre rares. Et tout cela a été trigué, non pas par un désastre naturel ou un collapse du marché, mais par une décision de visa. L'ironie était cruelle. En essayant de contrôler qui pouvait entrer aux États-Unis, les États-Unis étaient maintenant à la verge d'être bloqués de tous les matériaux qui font fonctionner leur industrie. Pire encore, ce n'était pas seulement à propos de l'appui, c'était à propos de l'optique. Comment continuez-vous de dire au monde que vous investissez dans la croissance d'Afrique et que vous respectez les partenaires africains tout en bannant simultanément leurs citoyens en masse? La contradiction ne pouvait pas se tenir. Les investisseurs ont commencé à poser des questions difficiles. Est-ce que les accords d'affaires entre les États-Unis et l'Afrique seraient toujours honorés? Est-ce que le ressentiment local pourrait ralentir les ventures jointes? Est-ce que les puissances rivales pourraient s'accrocher pendant que les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni s'éteignent? Et c'est exactement ce qui se passait.
Les entreprises africaines ont commencé à envoyer des propositions rapides pour les plans de processus minéraux à Burkina Faso et Sierra Leone. Les envois d'affaires indiennes sont arrivés au Nigeria avec des termes d'investissement rénovés. Même la Russie, historiquement étranglée dans les cercles économiques de l'Ouest africain, a offert des contrats de transport et d'infrastructures de sécurité pour déplacer les minerais à travers les routes intérieures sans reliance américaine. L'Amérique a passé des années en essayant de réduire sa dépendance sur la Chine. Mais en poussant l'Afrique à l'étranger, cela aurait accéléré la dominance de la Chine. Et les marchés minéraux ont réagi. Les prix pour le niobium ont augmenté. Les futurs de lithium ont commencé à changer. Et dans des salles de bord, des analystes ont annoncé qu'une longue disruption de l'Ouest d'Afrique, seulement 3 à 6 mois, pourrait avoir des effets cascadeurs sur les stocks technologiques, les contrats de défense et les benchmarks de l'énergie verte. Parce que les minéraux ne se trouvent pas simplement au sol. Ils ont du momentum. Quand ils bougent, les fabriques bougent. Quand ils arrêtent, l'économie est lente. Et quand un continent entier commence à réfléchir à qui obtient l'accès, le monde commence à écouter. Mais il y a encore un changement qui arrive. Et ce n'est pas économique, c'est idéologique. Parce qu'en dessous des débats minéraux et des graphismes commerciaux, il y a une transformation plus profonde. L'Afrique ne demande plus de siège à la table. Elle construit son propre. Depuis des décennies, l'Afrique a été expérimentée pour s'exprimer, accepter les termes et dire merci. Les sommets mondiaux ont été lancés avec des accueillis, des photos et des discours scriptés sur les partenariats. Mais quand l'United States a menacé de fermer ses portes sur 25 nations africaines, y compris le Nigeria, elle a accidentellement cassé l'illusion. Le message était clair. Nous prenons vos ressources, mais nous ne voulons pas votre peuple. Cette insulte n'a pas simplement éclaté l'envie, elle a éclaté la clarté. De Lagos à Bamako, de Niamey à Freetown, les dirigeants ont commencé à dire ce qui avait longtemps été écouté derrière les ports fermés. L'Afrique n'a plus besoin de demander l'inclusion. Elle peut former le système. Et ce changement, de demander une place à quelqu'un d'autre, à construire son propre, a maintenant commencé en temps réel. Vous pouvez le sentir dans la réponse brève du Nigeria, oui. Mais le courant plus profond est plus grand. C'est structurel, c'est philosophique. Les dirigeants africains sont enfin confrontés à une vérité qu'ils ont toujours connue mais qui n'ont rarement agi. L'ownership est plus puissante que l'accès. Pourquoi se battre pour les visas quand vous possédez les minéraux? Pourquoi négocier les termes quand vous les présentez? C'est là où les États-Unis ont peut-être mis en erreur la plupart. Elle a traité l'Afrique comme une région toujours dépendante de la validation du Moyen-Orient, de l'aide, des liens militaires, des échanges universitaires. Mais elle a oublié la réalité réelle du XXIe siècle. L'Afrique est la dernière frontière du pouvoir ressources. Pas seulement en termes de volume, mais en termes de temps. La transition vers global, la révolution de l'IA, l'accélération du véhicule électrique. Ils ont tous besoin des minéraux d'Afrique pour exister. Et maintenant, le continent le sait. Cette réalisation est en train de pousser une série de révolutions silencieuses. Une d'entre elles est une rétinte de la diplomatie. Les nations africaines commencent à traiter des accords de commerce, des accords de visa et des discussions d'investissement comme des points d'appui unifiés plutôt que des silos isolés. Cela signifie que si vous les insultez, vous pourrez obtenir une réponse coordonnée de nombreux. Un autre point est la souveraineté structurelle. Le Nigeria et ses alliés d'ECOWAS ont commencé à explorer le processus domestique des minéraux au lieu d'exporter des matériaux rares. Pourquoi envoyer de l'or lithium à l'Europe pour acheter la batterie à 10 fois le prix? Pourquoi laisser les entreprises occidentales dicter les prix et les timelines quand les laboratoires africains peuvent entraîner leurs géologues et ingénieurs? C'est le nouveau modèle, et ce n'est plus aspirationnel. C'est opérationnel. Burkina Faso construit sa première définition d'or d'État. La Guinée réécrit son code de minage pour prioriser la rétention de valeur. Le Mali, le Niger et le Nigeria sont en discussion pour construire un hub de logistique minéraux partagé qui ferait de l'export de routes à travers les corridors intra-africains au lieu de portes coloniales construites pour l'extraction européenne. C'est ce qu'un nouveau tableau ressemble. Pas un endroit pour être invité, mais une plateforme où les règles sont faites, la valeur est retenue et la souveraineté est réelle. Et ce n'est pas la fin du changement. C'est seulement le début. Le Sud global regarde de près. Les nations britanniques accueillent ces mouvements avec les bras ouverts. La Chine, pour toutes ses fautes, a au moins offert l'infrastructure pour l'accès, pas seulement des conditions pour l'accès. L'Inde augmente les visas d'étudiants africains et offre des scholarships, tandis que l'Amérique les restreint. Même la Turquie et l'Iran partagent des contrats commerciaux qui dépassent le dollar et ouvrent de nouveaux canaux de coopération. Les États-Unis,
un jour vus comme un lieu de rêve, sont maintenant vus comme un gardien de porte derrière les murs. Son puissance léguère est en déclenche, pas en conduite. Ce n'est pas seulement un coup d'alarme. C'est un changement tectonique. C'est l'Afrique qui dit qu'elle a été patiente, polie et coopérative, et qu'elle a toujours fermé la porte. Alors maintenant, nous allons marcher un autre chemin, un chemin où nous décidons qui hante. Alors, où ça laisse le monde? Ça laisse l'Amérique à un croissant. Ça peut continuer dans la voie d'exclusion, en prétendant que les chaînes d'appui ne s'arrêtent pas, que les alliances ne frappent pas, et que l'angoisse africaine ne durera pas. Ou ça peut recalibrer. Pas à cause d'un malheur, mais à cause d'une nécessité. Parce que l'ère de l'extraction silencieuse est terminée. L'âge de la diplomatie passive est mort. L'Afrique n'est plus une faune. C'est un partenaire de pouvoir. Et les partenaires de pouvoir ne frappent pas. Ils construisent des portes. Pensez-vous que les banques de voyage ont fait de l'arme à l'Afrique? Sera-t-il que Trump le regrettera? Dites-nous en commentaire si c'est trop tard pour le regretter. Vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne LON et appuyez sur l'icône de la cloche en dessous. Nous avons décidé de faire des vidéos sur quelque chose que personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et l'évidence de l'égalité des Noirs. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.